Crime et châtiment par Fiodor Dostoïevski. Partie 4 du livre audio. Chapitre 6. Par après, Raskolnikov apprit fortuitement pourquoi le marchand et sa femme invitaient Lizaveta. L'affaire était des plus ordinaires et ne comportait rien de spécial. Une famille récemment arrivée dans la capitale et qui s'était appauvrie vendait des effets de femme, des robes, etc. Comme la vente au marché n'était pas avantageuse, il cherchait une marchande. Lizaveta s'occupait de ces choses. Elle prenait des commissions, se rendait à domicile et avait une grande clientèle, car elle était très honnête, disait son prix et s'y tenait sans marchander. Elle était peu loquace et, comme il a déjà été dit, humble et ombrageuse. Mais Raskolnikov, ces derniers temps, était plongé dans un état d'esprit superstitieux dont il garda longtemps des traces presque indélébiles. Et plus tard, dans toute cette affaire, il fut enclin à discerner de l'étrangeté, du mystère et la présence d'influences et de coïncidences spéciales. Auparavant, pendant l'hiver, un étudiant qu'il connaissait, Pokorev, lui avait communiqué, en partant pour Kharkov, l'adresse de la vieille Alona Ivanovna, pour le cas où il devrait mettre quelque chose en gage. Pendant longtemps, il n'y alla pas, car il donnait des leçons et subsistait tant bien que mal. Il s'était souvenu de cela, il y avait 1 mois et demi. Il possédait 2 objets pouvant être mis en gage. Une vieille montre d'argent ayant appartenu à son père et une mince bague d'or que sa sœur lui avait remise en souvenir lors des adieux. Il décida d'aller porter l'anneau chez l'usurière. Dès l'abord, sans rien en connaître, il se sentit pour celle-ci une invincible aversion. Il prit les 2 billets et, s'en retournant, entra dans une méchante taverne. Une pensée singulière était en gestation dans son esprit, prête à sortir, comme un poussin perçant sa coquille. Cette idée l'intéressait beaucoup, vraiment beaucoup. La table voisine de la sienne était occupée par un étudiant qu'il ne connaissait pas ou dont il ne se souvenait pas, accompagné d'un jeune officier. Il venait de quitter le billard et buvait du thé. Tout à coup, il entendit l'étudiant parler à l'officier de la prêteuse Alona Ivanovna, veuve d'un greffier du tribunal, et lui donner son adresse. Cela seul sembla étrange à Raskolnikov. Il sortait de chez cette femme, et voilà qu'on parlait d'elle. Une coïncidence, évidemment. Mais il cherchait à se défaire d'une impression importune, et voilà que cette impression était renforcée par une foule de détails sur Alona Ivanovna que l'étudiant rapportait à son camarade. « Elle est merveilleuse, dit-il. Il y a toujours moyen d'en tirer de l'argent. Elle a plus d'argent qu'un juif. Elle peut allonger 5000 roubles d'un coup. Mais elle ne méprise pas un gage d'1 rouble. Beaucoup des nôtres y ont été. Seulement, c'est une sale charogne. » Et il se mit à raconter combien elle était méchante, fantasque, qu'elle ne rendait plus les objets si on laissait passer l'échéance, ne fût-ce que d'1 jour, qu'elle n'avançait que le quart de la valeur et demandait du 5 et même du 7% par mois, etc. L'étudiant, devenu loquace, raconta encore que la vieille avait une sœur, Lizaveta, que cette Lizaveta était battue continuellement par cette petite vermine et tenue dans un esclavage total, comme une enfant, bien qu'elle ait au moins 6 pieds de haut. « En voilà un phénomène !» s'exclama l'étudiant en éclatant de rire. Puis ils s'entretinrent de Lizaveta. L'étudiant en parlait avec une sorte de plaisir singulier en riant constamment. L'officier écoutait avec grand intérêt et demanda à l'étudiant de lui envoyer cette Lizaveta pour la réparation du linge. Raskolnikov ne laissa pas échapper un mot de cette conversation et apprit tout. Lizaveta était la cadette des 2 sœurs, mais elle n'était pas du même lit. Elle était âgée de 35 ans déjà. Elle servait de cuisinière et de blanchisseuse et travaillait jour et nuit pour sa sœur. De plus, elle cousait pour la vente, faisait des journées à laver les planchers et rapportait tous ses gains à la vieille. Elle n'aurait jamais osé accepter une commande ou un travail sans la permission de sa sœur. La vieille avait déjà fait son testament.
ce qui était connu de Lisaveta, et cette dernière n'héritait pas d'un sou, mais uniquement du mobilier. Tout l'argent était légué à un monastère du département de N, où elle fondait à perpétuité un office pour le repos de son âme. Lisaveta était fille du commun et non d'une famille de fonctionnaires et, de plus, très mal bâtie, de haute taille avec d'interminables jambes tordues et chaussées de vieux souliers en peau de chèvre. Elle était toujours propre. Mais ce qui étonnait et faisait surtout rire l'étudiant, c'était que Lisaveta était constamment enceinte. « Mais tu dis qu'elle est difforme, remarqua l'officier. « Mais oui, elle est basanée. Elle ressemble à un soldat travesti. Ce n'est pas un laidron du tout. Elle a un visage si doux et des yeux si bons. Oui, très bons. Le fait est qu'elle plaît à beaucoup. Paisible, douce, innocente, consentante à tout. Et son sourire est même très joli. Mais, mon vieux, elle te plaît à toi aussi, se mit à rire l'officier. Par son étrangeté. Non, voici ce que je voulais dire. Je tuerais bien cette vieille et je la dévaliserais, sans scrupule, je te jure, ajouta l'étudiant avec feu. L'officier se mit de nouveau à rire et Raskolnikov eut un frisson. Comme c'était étrange. Tu permets, j'ai une question importante à te poser, s'esclaffait l'étudiant. Je plaisantais, évidemment, mais écoute. D'un côté, cette vieille femme stupide, insensée, médiocre, malade, méchante, dont personne n'a besoin, et qui même au contraire est nuisible, qui ne sait pas elle-même pourquoi elle vit, et qui bientôt mourra naturellement. Tu comprends ? Tu comprends ? Oui, eh bien, répondit l'officier, fixant avec attention son compagnon qui s'agitait. Écoute bien, de l'autre côté, des forces jeunes et fraîches, qui se perdent pour rien, faute d'appui. Et il y en a des milliers, et partout. Il y aurait moyen de promouvoir 100, 1000 bons combats avec l'argent de la vieille destinée au monastère. Des centaines, des milliers d'existences remises sur la voie, des dizaines de familles sauvées de la misère, de la décomposition, de la perte, du vice, des cliniques vénériennes, et tout cela avec son argent. La tuer et prendre son argent pour se consacrer ensuite au service de l'humanité entière et de la cause commune. Qu'en penses-tu ? Est-ce que des milliers d'actes bons et utiles n'effaceront pas ce tout petit meurtre ? Pour une vie, des milliers de vies sauvées de la putréfaction et de la décomposition. Une mort et 100 vies en échange. Mais c'est de l'arithmétique. Mais est-ce que la vie de cette misérable et stupide vieille phtisique compte dans la balance commune ? Pas plus que la vie d'un cafard, d'un pou, et moins encore, car elle est nuisible. Elle empeste la vie des autres. L'autre jour, de rage, elle a mordu Lisaveta au doigt, si fortement qu'on fut près de devoir le lui couper. Évidemment, elle n'est pas digne de vivre, remarqua l'officier. Mais que veux-tu, c'est la nature. Mais, mon vieux, on corrige et on dirige la nature. Sans cela, on sombrerait dans les préjugés. Sans cela, il n'y aurait pas de grand homme. On parle de devoir et de conscience. Je ne veux rien dire contre le devoir et la conscience, mais comment les concevons-nous ? Écoute, je te pose encore une question. Non, permets-moi, je veux également te questionner. Eh bien ? Voilà, tu fais des discours, mais dis-moi, tuerais-tu toi-même la vieille ou non ? Évidemment non. C'est pour la justice. Ici, il n'est pas question de moi. Alors, si tu n'oses pas toi-même, ne parle donc pas de justice. Viens, faisons encore une partie. Raskolnikov était extrêmement agité. Bien sûr, c'était là une de ses conversations et une de ses idées juvéniles des plus ordinaires, des plus fréquentes, et que, maintes fois, il avait entendues sous d'autres formes et sur d'autres thèmes. Mais pourquoi fallait-il qu'il entendît précisément une conversation où étaient émises ces idées au moment où naissaient en lui des idées identiques ? Et pourquoi fallut-il qu'il tombât sur des gens qui parlaient de la vieille au moment où, sortant de chez elle, il sentait cet embryon d'idées s'agiter en lui ? Il trouva toujours insolite cette coïncidence. Cette quelconque conversation de taverne eut une extraordinaire influence sur lui, lors du développement ultérieur de l'affaire, comme si, effectivement, il y avait eu quelque prédestination, quelque indication. Rentré chez lui après son passage par la place Sénoï,
Il se jeta sur le divan et resta assis toute une heure, sans mouvement. Dans l'entretemps, la nuit était tombée. Il ne possédait pas de chandelle, et d'ailleurs l'idée ne lui venait pas de faire de la lumière. Il ne put jamais se souvenir s'il avait réfléchi à quelque chose alors. En fin de compte, il sentit revenir la fièvre, les frissons, et s'aperçut avec délice que l'on pouvait bien se coucher tout vêtu sur le divan. Bientôt, il fut écrasé par un sommeil de plomb. Celui-ci fut extraordinairement long et sans rêve. Le lendemain, Nastasia, qui entra chez lui à 10 heures, ne put le réveiller qu'à grand renfort de bourrade. Elle lui apportait du thé et du pain. Le thé, à nouveau très clair, était servi une fois encore dans sa propre théière. « Le voilà qui dort encore !» s'exclama-t-elle, indignée. « Il dort toujours !» Il se souleva avec difficulté. La tête lui faisait mal. Il se leva, tourna dans son réduit et retomba sur le divan. « Toujours dormir !» cria Nastasia. « Mais es-tu donc malade ?» Il ne répondit rien. « Veux-tu du thé ?»« Tout à l'heure » prononça-t-il avec effort, fermant de nouveau les yeux en se tournant contre le mur. Nastasia resta là un moment. « Serais-tu sérieusement malade ?» dit-elle avant de sortir. Elle revint à 2 heures avec de la soupe. Il n'avait pas bougé. Le thé était intact. Nastasia se sentit offensée et se mit à le secouer avec irritation. « Pourquoi roupilles-tu ainsi ?» s'écria-t-elle en le regardant avec dégoût. Il se souleva et s'assit, en gardant le silence et tenant les yeux baissés. « Oui ou non, es-tu malade ?» demanda Nastasia. Mais elle ne reçut pas de réponse. « Pourquoi ne sors-tu pas en rue pour changer d'air ?» dit-elle après un silence. « Vas-tu manger, quoi ?»« Tout à l'heure, » dit-il d'une voix faible. « Va-t'en. » Et il fit de la main le geste de la chasser. Après quelques minutes, il leva les yeux et regarda longtemps le thé et la soupe. Ensuite, il prit le pain, la cuillère, et se mit à manger. Il mangea peu, 3 ou 4 cuillerées avalées sans appétit, machinalement. La tête lui faisait moins mal. Après avoir mangé, il s'étendit de nouveau sur le divan, mais ne put se rendormir. Il restait couché sur le ventre, sans mouvement, la figure enfouie dans l'oreiller. Il rêvassait, et les images qui passaient devant ses yeux étaient étranges. Le plus souvent, son demi-rêve l'emportait en Afrique, en Égypte, dans une oasis. La caravane se repose. Les chameaux sont paisiblement couchés sous la rotonde des palmiers. On dîne. Lui boit l'eau du ruisseau qui coule et murmure à ses côtés. Et il fait si frais, et l'eau est si merveilleuse, si froide, si bleue dans sa course sur les cailloux aux diverses couleurs, et le sable pur aux reflets dorés. Tout à coup, il entendit distinctement sonner une horloge. Il frissonna, revint à lui, souleva la tête, regarda par la fenêtre, se rendit compte de l'heure et soudain, pleinement conscient, sauta sur ses pieds comme si on l'avait arraché du divan. Il s'approcha de la porte sur la pointe des pieds, l'entr'ouvrit et tendit l'oreille au bruit de l'escalier. Son cœur battait à grands coups. L'escalier était silencieux, comme si tout le monde dormait. Le fait d'avoir passé tout ce temps dans l'inconscience du sommeil et de la demi-veille, sans avoir rien fait, rien préparé, lui sembla étrange. Étonnant. C'était probablement 6 heures qui venaient de sonner. Brusquement, une hâte extraordinaire, fébrile et désordonnée, se saisit de lui, remplaçant le sommeil et l'hébétude. En fait de préparatifs, du reste, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il bandait toute son intelligence pour tout examiner et ne rien oublier, et son cœur battait, cognait tant, qu'il eut de la peine à respirer. Tout d'abord, il fallait faire une boucle et la coudre à son par-dessus. L'affaire d'un instant. Il fouilla sous l'oreiller et en tira une chemise, vieille, sale, toute délabrée. Il arrache de cette loque une bande de 2 pouces de large et de 14 de long. Il la plia en 2, enleva son par-dessus d'été, large, solide, en grosse cotonnade. Il ne portait pas de veste. Et se mit à coudre les extrémités de la bande sous l'aisselle gauche,
à l'intérieur. Ses mains tremblaient, mais il vint à bout de l'ouvrage et l'on ne voyait rien à l'extérieur lorsqu'il endossa le paletot. L'aiguille et le fil avaient été préparés depuis longtemps et avaient été cachés, enveloppés d'un papier, dans le tiroir de sa table. Quant à la boucle, très adroitement faite et de son invention, elle était destinée à la hache. Il n'était pas possible de porter la hache à la main en pleine rue. Et même si on la cachait sous le paletot, il faudrait la maintenir. Avec la boucle, rien à craindre. Il suffirait d'y passer le fer de la hache pour qu'elle y restât suspendue tranquillement pendant tout le trajet. En introduisant la main dans la poche latérale du par-dessus, il pouvait saisir l'extrémité du manche et l'empêcher de balancer. Et comme le paletot était très large, un vrai sac, cela passerait certainement inaperçu. Cette boucle, il l'avait imaginée voilà déjà 2 semaines. Ayant fini de coudre, il passa les doigts dans la fente existant entre son divan turc et le plancher, tâtonna dans le coin gauche et sortit le gage qu'il avait préparé depuis longtemps. Ce gage n'en était pas un, en somme, mais bien une planchette de bois lisse, de la dimension d'un étui à cigarette en argent. Cette planchette, il l'avait trouvée par hasard lors d'une de ses promenades dans une cour où un pavillon abritait un quelconque atelier. Plus tard, il y avait ajouté une languette de fer qui, sans doute, s'était détachée de quelque part et qu'il avait trouvée en rue. Joignant les 2 planchettes, celle de fer étant la plus petite, il les lia fortement d'un fil dans les 2 sens. Ensuite, il enveloppa le tout soigneusement et élégamment dans une feuille de papier blanc et ficela le paquet de manière à ce que le déballage fût malaisé. Ceci dans le but de fixer pour quelque temps l'attention de la vieille, et alors de pouvoir saisir le moment favorable. La languette de fer avait été ajoutée pour que la vieille ne devinât pas, ne fût-ce qu'un instant, que l'objet était en bois. Tout cela avait été conservé sous le divan. Il venait d'extraire le gage, lorsque quelqu'un cria dans la cour. « 6 heures passées, depuis longtemps !»« Depuis longtemps, Seigneur !» Il se précipita vers la porte, tendit l'oreille, prit son chapeau et se mit à descendre les 13 marches, prudemment, sans bruit, comme un chat. Il avait à exécuter un point important, voler la hache à la cuisine. Il avait décidé, depuis quelque temps déjà, de faire la chose à l'aide d'une hache, ou bien encore avec un couteau pliant de jardinier. Mais il ne pouvait compter sur cet outil, et encore moins sur ses propres forces, et c'est ainsi que son choix s'était arrêté définitivement sur la hache. Remarquons, à propos, une particularité commune à toutes les décisions qu'il avait prises dans cette affaire. Elles avaient une propriété étrange. À mesure qu'elles devenaient plus définitives, elles lui semblaient plus répugnantes et plus absurdes. Pendant tout ce temps, malgré sa torturante lutte intérieure, il ne put, en aucun moment, croire à la possibilité d'une réalisation de ses desseins. Et même s'il était arrivé au point où tout, jusqu'au dernier détail, eût été éclairci et arrêté, et où l'indécision n'aurait plus eu place, alors probablement il eût renoncé définitivement à son projet comme à un acte stupide, monstrueux et irréalisable. Quant à savoir où se procurer une hache, rien n'était plus facile, et ce petit détail ne le préoccupait pas. Nastasia était continuellement absente le soir, soit en course, soit chez des voisins, et elle laissait toujours la porte grande ouverte. C'était un sujet continuel de querelle entre elle et sa maîtresse. Il suffisait donc d'entrer sans bruit dans la cuisine, au moment voulu, de prendre la hache et, plus tard, dans 1 heure, quand tout serait fini, de la rapporter au même endroit. Il y avait aussi des incertitudes. Admettons qu'il revienne dans 1 heure pour la replacer et qu'il trouve Nastasia là, rentrée. Évidemment, il faudrait passer outre et attendre qu'elle sorte de nouveau. Et si, dans l'entretemps, elle s'apercevait que la hache n'était plus là, si elle se mettait à chercher, à pester, voilà le soupçon créé, ou tout au moins l'occasion du soupçon. Mais c'étaient là encore des petits détails auxquels il n'avait même pas réfléchi. Du reste, il n'en avait pas eu le temps. Il pensait au principal et reléguait les détails jusqu'à ce qu'il fût lui-même convaincu de tout. Mais cela semblait décidément irréalisable. Du moins, c'est ce qui lui semblait.
Il ne pouvait concevoir, par exemple, qu'il viendrait un temps où il cesserait de réfléchir, se lèverait et irait simplement là-bas. Et même son récent essai, c'est-à-dire sa visite dans le but de reconnaître définitivement les lieux, où il avait seulement essayé la chose, nullement pour de bon, mais bien en se disant « Allons-y, voyons, assez rêvé », lui démontra tout de suite que c'était au-dessus de ses forces. Il laissa tout tomber et s'enfuit, en rage contre lui-même. D'autre part, il semblait que toute l'analyse, dans le sens de la solution morale de la question, était terminée. Sa casuistique s'était affilée comme un rasoir, et il ne trouvait plus en lui-même d'objection de conscience. Mais dans cette dernière occurrence, il n'avait pas confiance en lui-même, et aveuglément, obstinément, en tâtonnant de tous côtés, il cherchait les objections comme s'il y avait été obligé. Les circonstances du dernier jour, qui survinrent si inopinément et qui décidèrent soudain de tout, agirent sur lui d'une façon toute mécanique. C'était comme si quelqu'un l'avait pris par la main et l'avait entraîné à sa suite, irrésistiblement, aveuglément et avec une force extra-naturelle. C'était comme s'il avait eu un pan de ses vêtements pris dans les rouages d'une machine et qu'il s'y fût senti entraîné. Au début, et du reste, il y avait longtemps, une question entre autres le préoccupait. Pourquoi découvre-t-on si facilement tous les crimes et pourquoi les traces des criminels apparaissent-elles si aisément ? Il arriva petit à petit à de multiples et curieuses conclusions et, d'après lui, la cause principale n'en résidait pas tellement dans l'impossibilité matérielle de dissimuler le crime, mais dans la personnalité du criminel. Celui-ci, le plus souvent, subit, au moment du crime, un amoindrissement de la volonté et de la raison qui sont remplacés par une enfantine, une phénoménale futilité, et cela au moment précis où il a besoin de toute sa raison et de tous ses moyens. D'après lui, cette éclipse de la raison et cette diminution de la volonté se saisissent de l'homme à l'instar d'une maladie, se développent progressivement jusqu'au paroxysme qui atteint son point culminant peu avant l'exécution du crime, persiste pendant la perpétration de celui-ci et quelque temps après, suivant le sujet, s'atténue comme s'atténue toute maladie. Il ne se sentait pas encore en mesure de résoudre la question de savoir si c'était la maladie qui engendrait le crime ou si celui-ci s'accompagnait toujours de quelque chose de pareil à une maladie. Arrivant à ces conclusions, il décida que lui-même ne pouvait donner prise à une semblable confusion maladive et qu'il garderait intacte et intangible sa volonté et sa raison pendant toute l'exécution de son dessein, pour cette raison que son dessein n'était pas un crime. Laissons de côté le processus par lequel il arriva à cette dernière conclusion. Nous n'avons déjà que trop devancé l'action. Ajoutons que les difficultés effectives et purement matérielles de l'exécution ne jouaient, dans son esprit, qu'un rôle tout à fait secondaire. Il suffira de garder sur elles l'emprise de la volonté et de la raison, et elles seront vaincues chacune dans son temps, lorsqu'il faudra faire connaissance avec tous les détails de l'affaire dans leur plus menue finesse. Mais l'action ne commençait pas. Il croyait de moins en moins à ses décisions définitives, et quand l'heure sonna, tout se fit d'une autre façon, comme par hasard et presque inopinément. Une circonstance dépourvue pourtant de toute importance l'accula à une impasse avant même qu'il ne fût descendu dans la rue. Parvenu à la hauteur de la cuisine de la logeuse dont la porte était, comme d'habitude, grande ouverte, il y jeta prudemment un coup d'œil de biais pour s'assurer de ce que, Nastasia absente, la logeuse elle-même n'y était pas, et pour voir si la porte de sa chambre était bien fermée pour qu'elle ne le vît pas lorsqu'il entrerait prendre la hache. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction lorsqu'il vit que Nastasia non seulement n'était pas sortie, mais qu'elle était encore occupée à travailler. Elle prenait du linge dans un panier et le pendait aux cordes. L'ayant aperçu, elle interrompit son travail, se retourna vers lui et le suivit des yeux pendant qu'il s'en allait. Il détourna le regard et passa, comme s'il ne l'avait pas remarqué. Mais l'affaire était finie. Il n'avait pas la hache. Il était terriblement consterné. D'où ai-je pris, pensait-il en arrivant sous le porche, d'où ai-je pris qu'elle serait nécessairement absente en ce moment ? Pourquoi ?
Pourquoi ai-je décidé cela ?» Il était écrasé, anéanti. Il voulait rire de lui-même, de rage. Une colère stupide et féroce s'empara de lui. Il s'arrêta hésitant sous le porche. Sortir en rue, ainsi pour la forme, se promener, cela lui répugnait. Rentrer chez lui répugnait encore davantage. « Quelle occasion perdue à jamais !» murmura-t-il, restant planté sans but sur le seuil, face au sombre réduit qui servait de loge au portier et dont la porte était, elle aussi, ouverte. Dans cette loge, dont il était à 2 pas, sous le banc, à droite, quelque chose jeta un éclat. Il promena un regard circulaire. Personne. Il s'approcha à pas de loup, descendit les 2 marches et appela le portier à faible voix. Il n'est pas là. C'est sûr. Il n'est pas loin d'ailleurs, car la porte est grande ouverte. Il se jeta sur la hache, car c'était une hache, la sortit de sous le banc, où elle se trouvait entre 2 bûches, la fixa sur le champ dans la boucle, enfonça les mains dans les poches et sortit de la loge. Personne ne l'avait aperçu. « Si ce n'est la raison, c'est le démon qui m'a guidé, » pensa-t-il avec un étrange sourire. Cet incident lui rendit vraiment courage. Il marchait lentement et posément, sans se dépêcher, pour ne pas donner lieu aux soupçons. Il regardait peu les passants. Il tâchait même de ne pas les dévisager du tout, par crainte de se faire remarquer. Soudain, il se souvint du chapeau. « Mon Dieu, et moi qui avais de l'argent, il y a 3 jours, j'aurais bien pu le remplacer par une casquette. » La malédiction lui monta aux lèvres. Ayant jeté par hasard un coup d'œil par la porte d'une boutique, il aperçut une pendule qui marquait déjà 7h10. Il fallait se hâter et, en même temps, faire un crochet pour contourner la maison et arriver à la porte en passant de l'autre côté. Auparavant, lorsqu'il lui arrivait de se figurer tout cela en imagination, il pensait parfois qu'il aurait très peur. Mais ce n'était pas le cas, il n'était nullement effrayé, et même des pensées étrangères l'occupaient, mais pour peu de temps. En longeant le jardin Youssopov, il fut même très intéressé par l'idée d'y installer de hauts jets d'eau, et il trouvait que les jets d'eau rafraîchiraient si bien l'air de toutes les places. Peu à peu, il arriva à la conclusion que, si on étendait le jardin d'été sur toute la surface du champ de Mars, et si même on le joignait au jardin Mikhaïl, ce serait une chose excellente et des plus utiles pour la ville. Ensuite, il se demanda pourquoi les habitants de toutes les grandes villes avaient une tendance à s'installer dans les quartiers où il n'y a ni jardin ni fontaine, et où il y a, au contraire, de la crasse, des mauvaises odeurs et toutes sortes d'incommodités. Il se rappela alors ses propres promenades place Sénoï, et il reprit ses sens. « Quelle bêtise !» se dit-il. « Non, mieux vaut ne penser à rien du tout. » Ainsi en est-il de ceux que l'on conduit à l'échafaud. Leurs pensées s'accrochent à tous les objets qu'ils rencontrent en chemin. L'idée lui était venue en un éclair et disparut. Lui-même se hâta de l'étouffer. Mais le voici tout près du but. Voici la maison, la porte cochère. Au loin, une horloge sonna un coup. Serait-ce déjà 7h30 ? Impossible, l'horloge doit avancer. Heureusement pour lui, l'entrée fut facile. Il eut la chance de voir une énorme charrette de foin le précéder dans la porte cochère et le cacher tant qu'il fut sous le porche. Dès que cette charrette déboucha dans la cour, il se glissa rapidement vers la droite. De l'autre côté de la charrette, on entendait des voix qui discutaient en criant, mais personne ne le remarqua et il ne rencontra pas âme qui vive. Il y avait beaucoup de fenêtres grandes ouvertes qui donnaient sur l'immense cour carrée, mais il ne leva pas la tête. Il n'en eut pas le courage. L'escalier qui menait chez la vieille était proche, tout de suite à droite. Il s'y engagea. Reprenant haleine, la main appuyée sur son cœur affolé, il tâta et rajusta la hache, encore une fois, puis se mit à gravir les marches, lentement, prudemment, en tendant continuellement l'oreille. Mais l'escalier était également désert. Toutes les portes étaient fermées, attentivement. Encore un coup d'œil circulaire, il ajuste ses vêtements, tâte une dernière fois la hache. « Est-ce que je ne suis pas trop pâle ?» pense-t-il. « Pas trop agité ?»
Elle est méfiante. Si j'attendais un peu pour que le cœur se calme. Mais le cœur ne se calme pas. Au contraire, comme exprès, il bat plus fort, plus fort, plus fort. Il ne peut plus le supporter, tend lentement la main et tire la sonnette. Au bout d'une demi-minute, il sonne encore. Plus fort. Pas de réponse. Sonner encore est inutile, et d'ailleurs cela ne cadre pas avec son rôle. La vieille est évidemment chez elle, mais elle est seule et elle est méfiante. Il connaît déjà ses habitudes. Il colle encore une fois l'oreille à la porte. Ses sens sont-ils si exacerbés, ce serait invraisemblable, ou bien vraiment les bruits sont-ils perceptibles? Il ne sait, mais il distingue le frôlement d'une main sur le bouton et de vêtements contre la porte même. Il y a quelqu'un là, derrière celle-ci, et ce quelqu'un écoute comme lui, se tenant coi à l'intérieur, et probablement applique aussi l'oreille au battant. Il remue exprès et grogne quelque chose pour ne pas donner à penser qu'il se cache. Ensuite, il sonne pour la 3e fois, mais il sonne doucement, posément, sans aucune impatience. Quand, par après, il se rappela cette minute, il la retrouva gravée dans sa mémoire à jamais, et ne put s'expliquer d'où lui était venue tant d'astuce, et cela d'autant plus que sa raison s'obscurcissait par moments et qu'il ne sentait plus son corps. Un instant plus tard, il entendit tirer le verrou. Chapitre 7. La porte, comme l'autre fois, s'ouvre, maintenue par une courte chaîne, et, de nouveau, 2 yeux perçants et méfiants le fixent dans l'ombre. Ici, Raskolnikov perd la tête et manque de faire une lourde faute. Craignant que la vieille ne s'effraie de ce qu'il se trouve seul et espérant qu'elle se tranquillisera en le reconnaissant, il saisit la porte et la tire à lui pour qu'il ne vienne pas à l'idée de la vieille de la refermer. Voyant cela, elle s'agrippe au bouton de la porte pour la retenir et, pour un peu, il l'eût entraînée sur le palier. La vieille, restant sur le seuil, lui barre l'entrée. Aussi, il marche droit sur elle. Elle bondit de côté, veut dire quelque chose, n'y parvient pas et le regarde, les yeux exorbités. « Bonjour, Alona Ivanovna » commence-t-il le plus naturellement possible. Mais sa voix ne lui obéit pas, tremble et s'étouffe. « Je vous ai apporté un objet. Mais venez plutôt ici, à la lumière. » La laissant là, il pénètre directement dans la chambre sans y être invité. La vieille court après lui. Elle a retrouvé la parole. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Qui êtes-vous? Que vous faut-il? » « Voyons, Alona Ivanovna, ne me reconnaissez-vous plus? Raskolnikov. Voici, je vous apporte l'objet à mettre en gage que je vous ai promis l'autre jour. » Et il lui tend le paquet. La vieille y jette un coup d'œil, mais son regard revient immédiatement se fixer sur l'intrus. Elle le regarde attentivement, avec animosité et méfiance. 1 minute passe. Il lui semble voir une raillerie dans les yeux de la femme, comme si elle avait déjà tout deviné. Il sent qu'il perd son sang-froid, qu'il va avoir peur, que si elle continue à le regarder ainsi, sans dire un mot, il s'enfuira. « Qu'avez-vous à me fixer ainsi? Comme si vous ne m'aviez pas reconnu, dit-il soudain avec colère. Si vous ne voulez pas le prendre, j'irai ailleurs. Je n'ai pas le temps. » Ces paroles jaillissent d'elles-mêmes. Il n'a pas réfléchi. La vieille se ressaisit. Le ton décidé du jeune homme la rassure visiblement. « Eh quoi, petit père, ne te fâche pas. Qu'est-ce que c'est ? demande-t-elle en regardant le paquet. « Un étui à cigarette en argent. Je vous l'ai déjà dit la fois passée. » Elle tend la main. « Mais pourquoi cette pâleur? Et tes mains qui tremblent? Tu as peur ou quoi, petit père ?»« C'est la fièvre, répond-il brièvement. N'importe qui deviendrait pâle s'il n'avait rien à manger, ajoute-t-il en articulant péniblement les mots. Ses forces le quittent, mais la réponse semble vraisemblable. La vieille prend le gage. « Qu'est-ce que c'est ?
demande-t-elle, jetant encore une fois un regard aigu à Raskolnikov et soupesant le paquet. Un objet, un étui à cigarette, en argent. Regardez. On dirait bien que ce n'est pas de l'argent. Et tant de ficelles. Occupée à déficeler le paquet et tournée vers la fenêtre, toutes les fenêtres sont fermées chez elle, malgré la chaleur, elle le laisse quelques secondes et lui tourne le dos. Il défait les boutons de son paletot, libère la hache de la boucle, sans la sortir, mais en la tenant de la main droite sous le vêtement. Ses mains sont affreusement faibles. Il croit les sentir s'endormir et se raidir davantage à chaque instant. Il a peur de laisser tomber la hache. Et voilà qu'il a le vertige. « Mais pourquoi tous ces nœuds ?» s'écrie la vieille avec dépit, et elle esquisse un mouvement dans sa direction. Il n'a plus un instant à perdre. Il sort la hache, la brandit des deux mains, et, dans une sorte d'inconscience, presque sans effort, presque machinalement, il abat le talon de la hache sur la tête de la vieille. La force semble absente de ce geste, mais dès qu'il abat la hache, sa vigueur revient immédiatement. La femme est, comme toujours, nu-tête. Ses cheveux clairs, rares, semés de fils d'argent, enduits d'huile suivant son habitude, sont tressés en une petite natte, pareille à une queue de rat, et roulés en un chignon maintenu par un éclat de peigne d'écaille qui dépasse derrière la nuque. Le cou porte sur le sommet de la tête, car elle est de petite taille. Elle jette un cri, faiblement, et s'affaisse sur le plancher, mais elle réussit encore à porter les mains à la tête. L'une d'elles serre toujours le gage. Alors, de toutes ses forces, il lui assène un coup, puis un autre, toujours du talon de la hache et sur le sommet du crâne. Le sang jaillit comme d'un verre renversé et le corps tombe en arrière. Raskolnikov se recule pour le laisser choir, puis se penche tout de suite sur le visage. Elle est déjà morte. Les yeux sont exorbités, comme prêts à jaillir, et le front et tout le visage sont tordus et convulsés. Il dépose la hache à terre, près de la morte, et se met tout de suite à fouiller sa poche, tâchant de ne pas se souiller par le sang qui ruisselle. Il fouille cette même poche droite, d'où il l'avait vu sortir les clés la fois passée. Il est en pleine possession de ses facultés. Plus d'obscurcissement, plus de vertige, mais ses mains tremblent encore. Il se rappela plus tard qu'il fut même très attentif, prudent, soucieux de ne pas se salir. Il trouve tout de suite les clés. Elles sont, comme l'autre fois, passées dans un anneau d'acier. Muni de celle-ci, il court vite dans la chambre à coucher. C'est une petite chambre avec un immense panneau couvert d'icônes. Près de l'autre mur, il y a un grand lit, très propre, avec une couverture ouatée faite de chiffons de soie assemblés. Contre le troisième mur se trouve une commode. Chose étrange, dès qu'il se met à essayer les clés à la serrure de la commode, dès qu'il entend leur tintement, il est pris d'un frisson. De nouveau, il veut laisser tout là et s'en aller. Mais cela ne dure qu'un instant. Il est trop tard pour partir. Il va jusqu'à se railler lui-même, quand, brusquement, il est frappé par une autre idée. Il lui semble soudain que la vieille est peut-être vivante encore et peut revenir à elle. Abandonnant les clés de la commode, il se précipite vers le corps, saisit la hache et la brandit de nouveau, mais ne la laisse pas retomber. Aucun doute, elle est bien morte. Se penchant et l'examinant de plus près, il voit clairement que le crâne est fracassé et a même éclaté. Il veut tâter la blessure avec le doigt, mais retire vivement la main. C'est évident sans cela, il y a déjà toute une mare de sang. Soudain, il remarque un cordon au cou du cadavre. Il le tire, mais le cordon est solide et ne casse pas. De plus, il est trempé de sang. Il essaye de le tirer à lui, mais quelque chose se coince et gêne. Impatient, il lève la hache pour en donner un coup sur le corps, mais il n'ose pas. Après avoir peiné 2 minutes, s'être souillé les mains et sali la hache, il parvient, avec difficulté, à couper le lacet sans toucher le corps. Il le tire à lui. Il ne s'était pas trompé. Une bourse. Le cordon porte 2 croix, l'une de cyprès et l'autre de cuivre. En outre, une petite icône émaillée et, enfin, la bourse en peau de chamois,
graisseuse, cerclée de fer et munie d'un anneau. Elle est pleine à craquer. Raskolnikov la fourre en poche sans l'examiner, jette les croix sur la poitrine de la vieille et se précipite à nouveau dans la chambre à coucher. Il se hâte le plus qu'il peut, il saisit les clés et se remet à les essayer. Mais cela ne va pas, les clés ne s'adaptent pas. Ce n'est pas que ses mains tremblent, mais il se trompe continuellement. Il voit, par exemple, que ce n'est pas la clé qu'il faut, qu'elle ne s'adapte pas, et il la pousse quand même. Il se rappelle soudain que cette grande clé, celle avec le panneton dentelé qui balance là avec les autres, n'ouvre probablement pas la commode, mais plus vraisemblablement un coffret, comme il l'avait déjà supposé la fois passée. Tout est sans doute caché dans ce coffret. Il laisse la commode et regarde sous le lit, sachant que les vieilles femmes y mettent habituellement leurs objets de valeur. En effet, il y a là un grand coffret, de plus de 2 pieds de long, avec un couvercle bombé recouvert de maroquin rouge, serré de clous de fer. La clé dentelée s'adapte et le coffret s'ouvre. Tout au-dessus, sous un drap de lit blanc, il y a un petit manteau rouge, doublé de peau de lapin. En dessous, une robe de soie, puis un châle, et il semble qu'ensuite, il n'y ait plus que des chiffons. Tout d'abord, il se met à nettoyer ses mains, souillées de sang, à l'étoffe du petit manteau. C'est rouge, le sang y sera moins apparent, se dit-il. Mais tout à coup, il se reprend, effrayé. Mon Dieu, deviendrais-je fou ? Il a à peine remué les étoffes qu'une montre d'or glisse du petit manteau. Il se hâte de tout retourner. En effet, dans les chiffons sont cachés des objets d'or, probablement engagés, des bracelets, des chaînes, des pendants d'oreilles, des épingles, etc. Certains dans des écrins, d'autres emballés dans du papier de journal, mais soigneusement, dans des feuilles doubles et bien ficelées. Sans plus tarder, il se met à s'en bourrer les poches, sans choisir, sans ouvrir ni écrin ni emballage, mais il n'a pas le temps d'en prendre beaucoup. Il lui semble tout à coup qu'il entend marcher dans la chambre où se trouve la vieille. Il s'arrête et retient son souffle. Mais tout est calme, et il croit s'être trompé. Soudain, il entend clairement un léger cri, un gémissement rapidement étouffé. Ensuite, pendant 1 minute ou 2, un silence de mort. Il est accroupi près du coffret et attend, osant à peine respirer. Mais brusquement, il sursaute, saisit la hache et s'élance hors de la pièce. Au milieu de la chambre, Lizaveta, un paquet à la main, est debout et regarde, pétrifiée, blanche comme un linge et sans voix, sa sœur assassinée. Le voyant accourir, elle se met à trembler comme une feuille, et ses traits se tordent et se crispent d'effroi. Elle soulève le bras, ouvre la bouche, mais ne crie pas. Elle se met à marcher à reculons, lentement, vers le coin. Elle le regarde fixement, les yeux dans les yeux, mais elle ne crie toujours pas, comme si l'air lui manquait. Il se précipite sur elle, la hache levée. Les lèvres de Lizaveta se tordent piteusement, comme chez les petits enfants, quand ils s'effraient de quelque chose, regardent fixement l'objet de leur terreur et s'apprêtent à crier. Lizaveta est à ce point simple, à ce point habituée aux coups et aux brimades, qu'elle ne lève même pas la main pour se protéger le visage, quoique ce soit le geste le plus naturel à faire en cet instant où la hache est levée au-dessus de sa figure. Elle se contente d'étendre un peu le bras gauche, pas même pour garder son visage, mais bien comme pour écarter le meurtrier. Le coup porte droit sur le crâne, et le tranchant fend toute la partie supérieure du front depuis le sommet de la tête. Elle s'écroule. Raskolnikov est près de perdre la tête. Il saisit son paquet, le rejette et se précipite dans l'antichambre. De plus en plus, la terreur s'empare de lui, surtout après ce second assassinat qu'il n'avait pas du tout prévu. Il veut s'enfuir le plus vite possible d'ici. Et si, en ce moment, il pouvait raisonner et apprécier exactement sa situation, s'il pouvait concevoir toutes les difficultés de sa position, toute son horreur, toute sa laideur, toute son ineptie, s'il pouvait se figurer aussi tous les obstacles qu'il aura encore à vaincre, et peut-être les crimes qu'il aura encore à commettre avant de s'échapper d'ici et de se réfugier chez lui, il est bien probable qu'il laisserait tout là et irait se dénoncer, non par peur pour lui-même,
mais par horreur et dégoût de l'acte commis. Le dégoût surtout le gagnait progressivement. Pour rien au monde, maintenant, il ne serait retourné au coffret ni dans les pièces intérieures. Il devient distrait. Il rêvasse par moments. Il s'oublie ou, pour mieux dire, il oublie le principal et s'accroche aux vétilles. Néanmoins, jetant un coup d'œil dans la cuisine et y voyant, sur un banc, un seau à demi plein d'eau, il s'avise de s'y laver les mains et de nettoyer la hache. Ses mains sont sanglantes et poisseuses. Il met la hache dans le seau, saisit un petit morceau de savon qui est déposé sur la fenêtre dans une soucoupe ébréchée et commence à se laver. Quand il a fini, il sort la hache du seau, nettoie le fer d'abord, puis, longuement, pendant bien 3 minutes, il gratte le bois là où il y a des taches de sang, et emploie même pour cela le savon. Il l'essuie avec du linge qui séchait là, sur une corde tendue à travers la cuisine, et l'examine longtemps près de la fenêtre. Il n'y a plus trace de sang. Le bois est seulement un peu humide. Il fixe avec précaution la hache dans la boucle sous le par-dessus. Ensuite, il examine celui-ci et aussi son pantalon et ses souliers autant que le permet le jour indécis qui pénètre dans la cuisine. Au premier abord, dirait-on, il n'y a rien, seulement des taches sur les chaussures. Il mouille un torchon et les essuie. Il sait, du reste, qu'il ne peut examiner tout, qu'il y a encore peut-être quelque chose qui saute aux yeux et qu'il ne remarque pas. Il reste à hésiter au milieu de la pièce. Une idée torturante, sombre, se forme en lui, l'idée qu'il devient fou, qu'il n'est plus capable de raisonner, de se défendre, que peut-être ce qu'il fait n'est pas du tout ce qu'il faut faire pour dissimuler son crime. « Mon Dieu, il faut partir, vite !» murmure-t-il, et il s'élance dans l'antichambre. Mais ici, une telle épouvante l'attend, si violente, qu'il n'en a jamais éprouvé de pareille. Il reste figé et n'en croit pas ses yeux. La porte extérieure, celle qui donne de l'antichambre sur le palier, celle-là même où il a sonné tout à l'heure et par où il est entré, est entrebâillée de la largeur d'une main. Donc, pendant tout ce temps, il n'y avait ni serrure fermée, ni crochet mis. Tout ce temps, la vieille n'avait pas fermé la porte, sans doute par prudence. Mais mon Dieu, mais il a vu les Avétas depuis. Comment n'a-t-il pas pensé tout de suite qu'il a bien fallu qu'elle entrât? Elle n'est pas passée à travers le mur. Il se précipite vers la porte et met le crochet. Mais non, une fois de plus, ce n'est pas cela. Il faut partir. Partir. Il tire le verrou, entr'ouvre la porte et écoute dans l'escalier. Il écoute longtemps. Loin, en bas, probablement sous le porche, on discute et on s'injurie à voix haute et criarde. Qu'est-ce qu'ils ont? Il attend, patiemment. Enfin, le silence tombe brusquement. Ils se sont séparés. Il veut sortir, mais soudain, un étage plus bas, une porte s'ouvre bruyamment et quelqu'un se met à descendre l'escalier en chantonnant. Qu'ont-ils à faire tant de bruit? Pense-t-il dans un éclair. Il tire la porte derrière lui, puis reste immobile. Enfin, tout est calme, pas une âme. Il va poser le pied sur la première marche lorsqu'il entend un pas nouveau. Les pas viennent de très loin, mais il se rappela plus tard très nettement que dès le premier bruit, il avait deviné qu'il se dirigeait nécessairement vers le 3e étage, chez la vieille, ici. Pourquoi? Le bruit est-il spécial, remarquable? Mais non. Les pas sont lourds, réguliers, posés. Il a déjà dépassé le premier. Il monte toujours. On l'entend de mieux en mieux. On perçoit son souffle asthmatique et pénible. Il monte toujours. Ici. Raskolnikov se sent soudain pétrifié. Il lui semble vivre un de ces affreux rêves où l'on est sur le point d'être atteint et massacré, et où l'on se sent totalement figé, sans pouvoir bouger un doigt. Enfin, le visiteur dépasse le 2e étage. Raskolnikov tressaille et réussit à se glisser rapidement et adroitement dans l'appartement et à fermer la porte derrière lui. Il saisit ensuite le crochet et le met tout doucement. Il est aidé par son instinct. Le crochet mis, il se tient tout près de la porte.
Le visiteur inconnu est déjà devant celle-ci. Ils sont maintenant l'un en face de l'autre. Comme lui, tout à l'heure, avec la vieille, quand la porte les séparait et qu'il écoutait. Le visiteur souffle péniblement. Grand et gros, probablement, pense Raskolnikov, serrant la hache de la main. Vraiment, c'est comme un rêve. Le visiteur saisit le cordon et sonne vigoureusement. Dès que la sonnette fait entendre son bruit de ferblanterie, il lui semble que l'on bouge dans la chambre. Pendant quelques secondes, sérieusement, il tend l'oreille. L'inconnu sonne encore une fois, attend, et soudain, impatient, se met à agiter de toutes ses forces le bouton de la porte. La terreur envahit Raskolnikov à la vue du crochet qui saute dans son anneau, et il attend, plein d'obtuse épouvante, que le crochet se dégage de l'anneau. Vraiment, la porte est secouée si fortement que cela ne semble pas impossible. Il lui vient à l'esprit de maintenir le crochet de la main. Mais l'autre peut deviner. Il s'égare. N'est-ce pas de nouveau le vertige ? Je vais tomber, pense-t-il, dans un éclair. Mais l'inconnu se met à parler et Raskolnikov reprend immédiatement ses sens. Roupille-t-elle, là-dedans ? Ou les a-t-on toutes étranglées ? Maudite femelle ! Hurle-t-il d'une voix rauque. Oh là ! Lisaveta Ivanovna, beauté immortelle ! Ouvrez ! Ah, les maudites ! Dorment-elles ou quoi ? Furieux, il secoue la sonnette 10 de fois de toutes ses forces. Il est évident que c'est un homme qui avait ses grandes et ses petites entrées ici. Au même moment, des pas menus et hâtifs se font entendre sur l'escalier, tout près. Quelqu'un d'autre arrive. Raskolnikov ne comprend pas immédiatement. « N'y a-t-il vraiment personne à la maison ?» demande le nouveau venu, d'une voix sonore et gaie, au premier visiteur qui continue à secouer la sonnette. « Bonjour, Cor !» D'après sa voix, il est probablement tout jeune, pense Raskolnikov. « Le diable le sait, j'ai presque arraché la sonnette, » répond Cor. « Et d'où me connaissez-vous ? Mais enfin, il y a 2 jours, au Gambrinus, je vous ai gagné 2 parties au billard. Ah ! Alors, elles sont absentes ? Bizarre. En somme, c'est idiot. Où peut-elle bien être allée, la vieille ? J'ai affaire avec elle. Moi aussi, j'ai une affaire, petit père. Alors quoi ? Il faut partir ? Ça, je comptais bien me procurer de l'argent, s'exclama le jeune homme. Évidemment, il faut partir. Mais pourquoi donner un rendez-vous ? C'est elle-même, la sorcière, qui me l'a fixé. J'ai dû faire un détour. Et du diable, si je sais où elle est allée. Elle est là toute l'année, la sorcière. Elle croupit. Elle a mal aux jambes et la voilà partie à la fête, tout à coup. Si l'on demandait au portier, demandez quoi ? Où elle peut être partie et quand elle reviendra ? Diable, demandez. Mais elle ne va jamais nulle part. Et il tire encore une fois le bouton de la porte. Que le diable les emporte ! Il n'y a rien à faire, il faut partir. Arrêtez, crie tout à coup le jeune homme. Regardez, vous voyez comme la porte bouge quand on tire ? Et alors ? C'est donc qu'elle n'est pas fermée à clé, mais au crochet. Vous entendez comme le crochet cliquette ? Et alors ? Comment ne comprenez-vous pas ? C'est donc qu'il y a quelqu'un à la maison. Si elles étaient parties, elles auraient fermé la porte à clé de l'extérieur et non pas au crochet de l'intérieur, tandis que, vous entendez bien le crochet qui cliquette. Pour mettre le crochet de l'intérieur, il faut être à la maison, vous comprenez ? Donc, elles sont chez elles et elles n'ouvrent pas. Tiens, mais c'est bien cela, s'écria Cor étonné. Mais alors, qu'est-ce qu'elles attendent ? Et il se met à secouer la porte comme un fou. Arrêtez, s'écrie de nouveau le jeune homme. Ne tirez pas. Il y a là quelque chose qui ne me revient pas. En somme, vous avez sonné, secoué la porte, et elles n'ouvrent pas. Donc elles sont évanouies, ou bien... Quoi ? Voilà quoi. Allons chercher le portier. Laissons-lui le soin de les réveiller. Ça va. Et ils se mettent tous deux en route. Arrêtez. Restez plutôt ici, et moi, j'irai chercher le portier. Pourquoi rester ? On ne sait jamais. Bon. Je me prépare pour la carrière de juge d'instruction, voyez-vous ?
Il est évident, qu'il y a quelque chose de louche ici, s'exclama le jeune homme avec fougue, et il se met à dévaler l'escalier. Cor reste. Il tiraille la sonnette qui sonne un coup. Ensuite, il remue le bouton de la porte pour s'assurer encore une fois que celle-ci n'est mise qu'au crochet. Ensuite, il se penche en soufflant et regarde par le trou de la serrure. Mais la clé, mise à l'intérieur, bouche la vue. Il ne voit rien. Raskolnikov est toujours à la même place. Et il serre toujours la hache. Il est comme dans un délire. Il se prépare même à se battre avec ces hommes lorsqu'ils entreront. Pendant qu'il secouait la porte et se concertait, la pensée lui vint à plusieurs reprises d'en finir d'un coup et de leur crier quelque chose. Par moments, il avait eu l'idée de les quereller, de les railler jusqu'à ce qu'ils forcent la porte. Que cela finisse vite, pense-t-il. Eh bien, que fait cet animal ? Le temps passe. 1 minute, 1 minute encore. Personne ne vient. Cor remue. « Eh bien, l'animal !» s'exclame-t-il tout à coup impatient, et il abandonne son poste, descend en se hâtant à grand bruit de bottes dans l'escalier. Le bruit de ses pas s'éteint petit à petit. Mon Dieu, que faire ? Raskolnikov enlève le crochet, entr'ouvre la porte, n'entend rien, et soudain, sans plus réfléchir du tout, il sort, ferme la porte aussi bien qu'il peut, et se met à descendre. Voilà déjà 3 marches descendues. Tout à coup, il entend un vacarme plus bas. Où se cacher ? Il n'y a pas un endroit où se cacher. Il veut revenir sur ses pas, rentrer de nouveau dans l'appartement. « Ah, démon, je t'aurai !» En criant à tue-tête, quelqu'un s'élance en coup de vent de l'appartement en dessous et dégringole l'escalier comme un bolide. « Mitka ! Mitka ! Mitka !» Le démon ! Les cris s'achèvent en hurlements qui déjà parviennent de la cour. Le silence tombe. Mais en même temps, plusieurs personnes parlant haut et vite se mettent à gravir l'escalier. Ils sont 3 ou 4. Raskolnikov distingue la voix sonore du jeune homme. « Les voici », se dit-il. Dans un désespoir total, il va à leur rencontre. Arrivera ce que pourra. S'il l'arrête, tout est perdu. S'il le laisse passer, tout est perdu aussi, car ils se souviendront de lui. Ils vont se rencontrer. Il ne reste plus entre eux qu'une volée de marches d'escalier. Et tout à coup, le salut. Quelques marches plus bas, à droite, l'appartement vide, la porte grande ouverte, l'appartement où travaillaient les peintres qui maintenant sont partis, comme exprès. Sans doute étaient-ce eux qui, peu avant, étaient descendus en criant. Le plancher est fraîchement peint, au milieu de la chambre il y a une cuvette et une terrine avec de la couleur et un pinceau. Il se glisse en un instant par la porte ouverte et se cache derrière le mur. Il est temps, ils sont déjà sur le palier. Il tourne et passe outre, vers le 3e, en parlant à haute voix. Il attend un peu, sort sur la pointe des pieds et s'élance vers la sortie. Personne dans l'escalier, personne sous le porche. Il sort rapidement et tourne à droite dans la rue. Il sait très bien, qu'ils sont tous, en cet instant, dans l'appartement, qu'ils se sont étonnés, voyant la porte ouverte tandis qu'il l'avait laissée fermée, qu'ils regardent déjà les corps et que bientôt ils auront compris que l'assassin était là, qu'il a réussi à se cacher quelque part et qu'il a pu leur glisser entre les doigts. Ils devineront probablement aussi qu'il avait attendu dans l'appartement vide pendant qu'il montait. Malgré cela, à aucun prix, il n'oserait se hâter. Quoique jusqu'au premier tournant de la rue, il reste une centaine de pas à faire. Ne ferais-je pas mieux de me glisser dans quelque porte cochère et d'attendre dans un escalier inconnu ? Non, malheur. Peut-être jeter la hache quelque part ? Ou prendre un fiacre ? Malheur, malheur ! Son esprit s'embrouille. Enfin, voici la ruelle transversale. Il y tourne à moitié mort. Ici, il est à demi sauvé et il comprend. Le risque d'être soupçonné est moindre, et en outre, beaucoup de monde circule et il peut se perdre dans la foule. Mais toutes ces tortures l'ont tellement affaibli qu'il avance à grand-peine. La sueur lui coule en grosses gouttes.
Il a tout le cou mouillé. « Ivre comme un porc !» lui crie quelqu'un lorsqu'il débouche sur le canal. Maintenant, il se rend de moins en moins compte de ses mouvements. Il se souvint plus tard qu'une fois arrivé au canal, il s'effraya qu'il fît désert et que l'on pût ainsi plus facilement le remarquer, et il voulut retourner vers la ruelle. Quoique prêt à s'écrouler, il fait quand même un crochet et rentre chez lui par un autre chemin. Encore inconscient, il passe par la porte cochère. Il s'est déjà engagé dans l'escalier quand il se souvient de la hache. Il a encore un acte très important à exécuter. Mettre la hache à sa place sans que l'on s'en aperçoive. Évidemment, il n'a plus la présence d'esprit nécessaire pour se dire que, probablement, il vaut mieux ne pas remettre la hache à sa place, mais bien la jeter, même plus tard dans une autre cour. Mais tout se passe bien. La porte de la loge est fermée, mais non à clé. Donc, sans doute, le portier est chez lui. Mais Raskolnikov a perdu à ce point toute présence d'esprit qu'il va droit à la porte et l'ouvre. Si le portier lui demandait « Que faut-il ?» sans doute lui tendrait-il tout simplement la hache. Mais le portier est de nouveau absent. Raskolnikov réussit à remettre la hache à sa place, sous le banc. Il la couvre même d'une bûche, comme il l'a trouvée. Il ne rencontre personne, pas âme qui vive, jusqu'à sa chambre. La porte de la logeuse est fermée. Entré chez lui, il se jette sur le divan, tout vêtu. Il ne peut dormir, mais une sorte de torpeur l'envahit. Si quelqu'un entrait, il se mettrait à crier. Des pensées éparses s'agitent en lui, mais il n'en peut saisir aucune. Il ne peut s'arrêter à aucune, malgré tous ses efforts.